Bon matin, tout le monde. Bienvenue à cette deuxième journée du colloque annuel de l'AQPR et surtout bienvenue à l'atelier vedette de la journée parce qu'effectivement, on parle d'hydrogène vert, on parle des défis de la production d'hydrogène au Québec. Et lorsque cet atelier a été planifié il y a quelque temps, on était loin de se douter que le même jour, le gouvernement du Québec dévoilerait aujourd'hui, en fin d'après-midi, sa stratégie de développement de support à l'hydrogène vert et même les biocarburants. Donc, 3 ministres du gouvernement du Québec vont être avec nous cet après-midi. Et si vous êtes disponible, on vous invite évidemment à assister à cette présentation qui ne manquera pas d'intérêt. Mais ce matin, moi, j'ai le plaisir de vous accueillir comme présentateur. Mon nom est Daniel Giguère. Je suis directeur des relations gouvernementales pour Inergex, Énergie renouvelable. Inergex est une société québécoise publique à la Bourse de Toronto qui opère 80 sites actuellement d'énergie renouvelable à 100 %. Nous sommes dans, évidemment, l'éolien, l'hydroélectricité qui a été à la base de l'entreprise et également on développe des parcs solaires qui sont en opération aux États-Unis et au Canada. Mais l'hydrogène vert en particulier intéresse Inergex et c'est la raison pour laquelle en mars dernier, Inergex a lancé la chaire en développement de l'hydrogène à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et avec l'aide d'un professeur réputé au niveau international, Bruno Paulet, les recherches sont en cours et on envisage sérieusement comme entreprise de s'investir également dans cette nouvelle filière renouvelable. Donc, l'hydrogène vert représente une option à considérer très sérieusement pour l'atteinte des cibles de carboneutralité fixées par nos gouvernements, tant provincial que fédéral. C'est pourquoi les prochaines années, donc d'ici 2030, on devrait voir un très grand déploiement des capacités de production de l'hydrogène. Grâce à l'abondance de son énergie renouvelable, le Québec est évidemment très bien positionné pour devenir un leader, un joueur clé de la production, de l'utilisation de l'hydrogène vert. Cependant, plusieurs défis liés à la production de ce vecteur énergétique créent une certaine résistance à la production de la nouvelle technologie, mais on a des personnes qualifiées ce matin pour vous en parler. Et dans le cadre de cet atelier, notre conférencière et nos conférenciers vous présenteront des solutions pour surmonter ces défis et ainsi intégrer l'hydrogène vert dans le portefeuille énergétique québécois. Donc, ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter tout d'abord Gillian Johnson. Gillian est une ingénieure principale au bureau de DNV à Calgary, en Alberta. Elle consacre actuellement son temps à des projets d'hydrogène allant des études de faisabilité pour mélanger l'hydrogène et le gaz naturel dans les systèmes de distribution existants, au conseil technique pour les projets d'hydrogène vert et à la sélection des technologies d'électrolyseurs. Gillian a une solide expérience dans les domaines des pipelines de distribution et de transport, de l'électricité au gaz et des technologies d'énergie renouvelable grâce à sa maîtrise dans le domaine. Donc, Gillian, la parole est à vous. The floor is yours. Bonjour, bon matin. I'm very excited to be here this morning for what promises to be a very engaging panel. I'm sorry, my French is not very good, so I'm going to be presenting in English, but there is translation available for those who need it. So what I'm going to start us off with is a discussion of one of the main components of a green hydrogen project, and one that can present some barriers in terms of both cost and technology, and that is the electrolyzer. So I'm going to give a brief overview of where we currently are in the electrolyzer market and where we think that we're going. So where are we now? So there are 4 main technologies that you will see talked about in electrolyzers. These are alkaline, proton exchange membrane, or PEM, solid oxide, and anion exchange membrane. And these go from most to least mature from left to right. So alkaline, it's a very old technology. It is the most mature. It has a deep base and because of its history. However, it has traditionally
been a large footprint. It has benefits in terms of being less sensitive to water impurities. However, there have been recent developments that have moved us towards PEM. So especially with our current focus on intermittent renewable energy technologies, PEM has benefits in being able to be flexible and pair with those. However, it itself also has challenges. So it depends on the use of rare materials like platinum group metals. And so there's also further development ongoing in moving this technology forward and reducing its reliance on those materials. Next up, we have solid oxide. So this is, I would say, an early commercialization. So it is a technology that there are currently a few commercial models available. However, it is a growing one. And the reason is that there's a lot of interest in this because of its higher efficiency. So solid oxide is a high temperature technology. And with that comes benefits from less energy use and some promise in terms of higher efficiency projects going forward. Last but not least, you'll see anion exchange membrane. This is one that shows a lot of promise and people have a lot of interest because the potential for use of cheaper materials. However, it still really is in development. There's a lot of focus on lifetime. It currently has some problems with membrane stability. And so there's a focus on maturing this technology with the hopes that it may be, quote unquote, a better version of PEM. In terms of where these technologies are in their development, the electrolyzer industry really is focusing on upscaling right now. Upscaling projects, upscaling manufacturing, focusing on automation, focusing on modular development with the hopes of cost reduction. So all of this focus on upscaling should lead us to reduction in the capital costs of these electrolyzers and the increased viability of these projects going forward. In terms of some of the main players in the field, companies tend to focus on one of the technologies. However, there are a couple that offer several. And so you'll see from this list, this is just a highlight of some of the main companies that you'll see in the electrolyzer manufacturing field. This is not an exhaustive list. There are new companies that are entering the market all the time. There are also a number of startups that are promising a lot of things with new technologies, so we will see how those develop over time. But you'll see from this list that there are electrolyzer manufacturers that are very globally diverse. Here's some of the main names that you'll see in the PEM field. So as you can see, because of its deep history, alkaline, there's currently more companies that offer this technology. However, we are seeing a growing number of companies that are offering PEM cells as well. And then there are a couple that focus on both. So notable names, I'm sure you'll recognize some of those that offer both PEM and alkaline technologies. And then once we get into solid oxide, as I mentioned, this is a technology that's in early commercialization, so there's less companies currently on that list. However, I think we'll see this area particularly start to grow in the next few years as there's more development in the solid oxide technology. And last but not least, all over there by itself is AEM. So there is one commercially available AEM electrolyzer on the market. It is quite small. As this technology is really still in development. However, I have seen some startups recently which are focusing on this technology, so that number might increase in the next little bit. So two of the main parameters that you'll see when we talk about electrolyzers, specifically sizing electrolyzers, is their power rating and their hydrogen production capacity. And so I'd say main takeaways from this slide is really the comparison of alkaline and PEM. They're sitting up there in that 20 to 25 megawatt range in terms of what is currently available on the market, and in that same range. But then when you look at AEM and solid oxide, you'll see currently those are much, much smaller. So that is where there's a lot of development going on in those technologies in increasing that stack capacity, getting those larger sizes to produce some benefits in terms of scalability, but also bringing some of those costs down. Another important parameter when we're talking about electrolyzers is the power consumption, which is a measure of the efficiency. So you'll often see this reported in terms of kilowatt hours per kilogram. A ballpark figure that people like to throw around is 50 to 55 kilowatt hours per kilogram of hydrogen. Depending on whether you're talking about the stack power consumption, which is for the electrolyzer stack itself, or the system, which includes all of your other ancillary systems like water deionization, cooling systems, potentially hydrogen purification, those numbers can differ a little bit.
But the highlights I want to show is that alkaline and PEM are both hovering in there at that same kind of efficiency of 50 kilowatt hours per kilogram when you talk about stack. And the reason there's an interest in solid oxide is you'll see that there's a notable drop in the amount of power consumption required for a solid oxide cell. So you're sitting in at that 37 kilowatt hours per kilogram, which when you're looking at big projects is a fairly sizable increase in efficiency for this type of hydrogen production. Looking at the system average, you see that kind of same alkaline and PEM are neck and neck in terms of efficiencies, and solid oxide again provides that efficiency boost, which is why people are really interested in progressing this technology. So one of the main barriers to a lot of these projects is the cost, and a big part of that is the electrolyzer capital cost. So one thing I want to highlight is that these capital costs vary widely depending on the technology, depending on the manufacturer, and depending on when your project is being set, because these costs are changing very quickly as these manufacturers are upscaling their manufacturing. We are seeing a lot of announcements of gigawatt-sized manufacturing facilities from a lot of these manufacturers, and so I think we'll see these costs start coming down more. Mm-hmm. As it currently sits, alkaline is still the cheapest technology, in and around $750 to $1,000 per kilowatt for 10 megawatt systems. It's interesting and important to note that this number can inflate very rapidly if you're looking at small systems, up to $2,000 to $3,000 per kilowatt if you're looking at very small systems. PEM, a little bit more expensive, sitting in $1,000 to $1,500 per kilowatt. And then solid oxide, the main barrier right now, it's quite a bit more expensive at $2,500 per kilowatt. And as I mentioned, part of that is due to these systems are just not at the same scale as alkaline and PEM at this point. So everybody wants to know, where are we going? So DNV's 2021 Energy Transition Outlook predicts that by 2050, we'll have tripled hydrogen production. One of the conversations that has been happening is there a competition for renewable electricity generation? And so one thing that I wanted to point out is that we are also predicting that 43% of that hydrogen production will start to come from dedicated capacity. So not relying on current renewable electricity production, but we'll start to see many more projects that are integrating dedicated renewables and hydrogen production. And we are starting to see some of those with built-in hydrogen production on offshore wind turbines and a lot of interest in that sort of project. And everybody wants to know where's the cost going. So this is a very busy slide. I apologize, but based on our energy modeling and our conversations with manufacturers, we are predicting a 50% decrease in electrolyzer capital costs by 2030. So with the scale and the progress that this technology is moving at, we'll start to see those costs come down fairly rapidly. And what that translates to is a levelized cost of green hydrogen somewhere in the $2 to $4 per kilogram range globally by 2030, and somewhere less than $3 for North America. Obviously, this is going to be heavily dependent on the electricity source and your region, but that's the ballpark that we are predicting based on cost forecasts for both electricity generation and electrolyzers. And to bring it back to a Quebec context, this is from the 2030 Strategy on Green Hydrogen produced by the government of Quebec. And you'll see that 2030 forecast for levelized cost of hydrogen is very much in line with DNV's predictions of around that $3 per kilowatt, $3 per kilogram measure. So. And with that, I will hand it over to our next presenter. Merci. Thank you, Gillian. Les personnes intéressées pourront garder leurs questions pour la période de questions qui suivra immédiatement à la fin de la troisième présentation. Cette fois, après l'intéressante présentation de Gillian, nous avons le plaisir d'accueillir Guy Larrivé d'Air Liquide. Guy possède plus de 25 ans d'expérience en gestion commerciale et développement des affaires dans différents secteurs industriels
dont les pâtes et papiers et les revêtements industriels. Au cours des 7 dernières années, il a œuvré en tant que directeur commercial national pour la division Grandes Industries d'Air Liquide Canada, où il a acquis une vaste expérience au niveau des gaz de l'air, de l'hydrogène et de la transition énergétique. Il a été étroitement impliqué au niveau du développement du projet de l'usine d'hydrogène par électrolyse PEM à Bécancour. Je vous invite à accueillir Guy. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici aujourd'hui pour parler d'hydrogène. L'hydrogène pour Air Liquide, c'est une molécule qui est au cœur de nos activités depuis des décennies. Et donc, ça me fait plaisir de vous parler d'hydrogène aujourd'hui. Air Liquide est une compagnie qui a été fondée en France en 1901 et est présente au Québec, au Canada depuis 1911. Quand on pense à Air Liquide, on pense aux leaders en production de gaz industriel, soit l'oxygène, l'azote et l'hydrogène, mais c'est aussi une entreprise qui a une division au niveau de la santé. Au cours des dernières années, avec la COVID et les patients qui ont été affectés par la COVID, la distribution d'oxygène est devenue très importante chez Air Liquide et est devenue une opportunité d'affaires plus grande de notre côté. Au niveau mondial, Air Liquide est présent dans 75 pays et a eu un chiffre d'affaires de 23,3 milliards de dollars en 2021. Il a effectué des investissements dans des nouveaux projets de l'ordre de 3,6 milliards d'euros à travers le monde. Chez Air Liquide, comme j'ai mentionné tantôt, l'hydrogène est au cœur de nos activités. Très tôt, on a cru que l'hydrogène allait devenir un vecteur important dans la transition énergétique. D'ailleurs, notre CEO, Benoît Poitier, qui va à la fin du mois céder sa place à François Jacot, a été un des cofondateurs du Hydrogen Council en 2017. Récemment, Air Liquide a annoncé qu'il allait effectuer des investissements majeurs au niveau de la production et de l'approvisionnement en hydrogène. On parle de 8 milliards de dollars d'ici 2035. Air Liquide croit que le développement de l'hydrogène va s'effectuer par une approche synergique au niveau de la production pour le milieu industriel et en association avec la mobilité. À travers le monde, Air Liquide, tout dépendant de la géographie, Air Liquide est active au niveau de la production d'hydrogène vert et également de la production d'hydrogène à partir de gaz naturel, associé avec la capture de CO2 et la séquestration. Air Liquide est aussi impliqué au niveau... Oups, on tourne en arrière. Air Liquide est aussi impliqué au niveau de la chaîne d'approvisionnement. D'ailleurs, hier, ça a été l'inauguration officielle de notre nouveau site de production et de liquéfaction du côté du Nevada. Ce site-là va être dédié entièrement à la demande croissante d'oxygène du côté de la Californie. Du côté de Bécancour, Air Liquide a fait l'installation d'unités d'électrolyse de 20 MW récemment. Cependant, ce n'était pas la première expérience d'Air Liquide au niveau de la production d'hydrogène à partir d'électrolyse, car en 1987, Air Liquide avait déjà fait l'installation d'une petite unité d'électrolyse alcaline de 1,25 MW. Au même moment, Air Liquide a aussi mis en fonction son unité de liquéfaction existante, qui est devenue la première en fonction à ce moment-là. Présentement, Air Liquide possède 5 unités de liquéfaction à travers le monde, et on sait tous que la liquéfaction d'hydrogène est un élément important quand on veut la déplacer d'un endroit à l'autre. Oh, il y a un petit problème. OK, la slide n'est pas super belle. Au niveau des critères de succès de notre projet,
Évidemment, l'appui gouvernemental jumelé à la position enviable du Québec au niveau de l'énergie renouvelable ainsi que de son coût relativement abordable ont été des éléments clés dans le succès du projet. D'autres éléments comme la synergie avec le milieu industriel, comme j'ai mentionné plus tôt, la proximité des marchés américains, ainsi que la capacité de liquéfaction existante ont été d'autres facteurs prépondérants au succès de notre projet du côté de Bécancour. On est rendu au petit vidéo sur notre projet de Bécancour, qui est en fait plus un projet, mais réalisé, qui est en fait le plus grand électrolyseur membrane PEM au monde. Encore. Malheureusement, on ne l'a pas à l'écran. Oui, non, c'est ça. Pourtant je l'avais vérifié avant qu'on n'ait pas de problème, mais ça s'envoie une petite difficulté. Voulez-vous qu'on continue la présentation? Oui, on peut peut-être y aller. On va y revenir par la suite. Exact. OK. Donc, bon, maintenant, j'ai plus le contrôle de l'écran maintenant, fait que... En attendant, s'il y a des gens intéressés, il y a quelques places de libre à l'avant ici. Oh, voilà la vidéo. Des loges. Donc, vous allez être tout près. Et voilà. Le son. On peut pas avoir les deux en même temps, ça. Pouvez-vous nous en parler avec les images, Guy? Oui, là, on voit un camion présentement. En fait, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment l'unité d'électrolyse, l'intérieur. Du côté de Bécancour, on a 4 modules de 5 MW chacun qui produisent l'équivalent de 8,2 tonnes par jour. Ouais. Et puis, évidemment, il y a de l'oxygène qui est produit également, mais pour le moment, l'oxygène est venté. Ce qu'on a vu avant ça, on a vu exactement l'unité de liquéfaction. C'est difficile d'expliquer c'est quoi, mais c'est l'unité de liquéfaction. Puis, comme j'ai mentionné, il y en a 5. Air Liquide en possède 5 dans le monde. La raison pourquoi il n'y en a pas beaucoup, c'est le coût qui est associé à la liquéfaction. Souvent, les gens me disent OK, mais c'est facile, on va produire l'hydrogène, on va le liquéfier et le mettre sur des camions. Oui, en théorie, c'est bien beau, sauf que l'hydrogène, c'est pas de l'eau. Donc, les liquéfier, c'est pas un processus simple, c'est un processus dispendieux. Donc, c'est pour ça que associer la production d'hydrogène pour la mobilité à celle industrielle, potentiellement ajouter la liquéfaction. Pour Air Liquide, c'est ce qu'on croit qu'il y a de l'avenir. Construire quelque chose dans un endroit X avec après ça, le produire à cet endroit puis le déplacer vers les utilisateurs. On ne croit pas que c'est une solution qui va être viable présentement, étant donné déjà que le coût de CAPEX est élevé. Et ajouter un coût de transport à ça fait que ça augmente encore une fois le prix de l'hydrogène, donc ça devient complexe d'avoir un produit qui est économiquement viable. Vous ne pensiez pas faire la narration du vidéo ce matin? Non, exactement. Non, c'est bon. Non, c'est... 20 mégawatts, ça a coûté plus de 40 millions de dollars. 40 millions? Oui, plus de 40 millions. C'était notre première.
On est très confiant que si on en construisant une autre, avec notre équipe qui a développé l'expertise au niveau de la construction de ce genre d'usine-là, qu'on sera en mesure d'arriver à un coût inférieur pour une usine similaire. C'est la dernière que j'accepte de M. Jacques, mais gardez-la pour tantôt. Gardez-la pour tantôt. On croit que on serait possible de scaler 20, 40, puis arriver dans le même range au niveau du coût. Il n'y a pas vraiment de possibilité, je dirais, d'économie d'échelle qui peut être réalisée. Là. Peut-être des petites, mais c'est pas évident. Là. Ce ne sera pas genre 20 % qui va être coupé en augmentant. Là. Donc, bon, j'ai plus le contrôle, mais on va y aller avec notre dernier slide, en fait. Suite à Bécancour, la prochaine étape pour Air Liquide, c'est notre projet qu'on a du côté de la Normandie, qui est un projet d'unité d'électrolyse de 200 MW qui devrait être en fonction en 2025. La raison de cette unité d'électrolyse-là, c'est pour décarboner l'approvisionnement d'hydrogène d'industriels dans la région là-bas. On est rendu à ma conclusion. On va faire un petit test. Non. Ça semble pas... Donc, en conclusion, comme j'ai indiqué tantôt, l'hydrogène est au cœur de nos activités. Et Air Liquide est persuadé que l'hydrogène vert va être clé pour la transition énergétique au Québec et aussi pour l'économie du Québec. Pour y arriver, Air Liquide croit que ceci va devoir se faire à partir d'une synergie entre la production pour le milieu industriel et la mobilité. Donc, voilà. C'est tout. Désolé pour les petits problèmes techniques. Et, vous en êtes très bien tiré d'affaire. Merci beaucoup, Guy. Pour la prochaine présentation, nous avons le plaisir d'accueillir Charles Tremblay d'Enerchem. En fait, Charles est vice-président exécution de projet et à ce titre, il est responsable de la réalisation de projets incluant la technologie d'Enerchem, de la planification jusqu'à la livraison aux clients, incluant la structure de financement. Il est également responsable de l'approvisionnement, de la préparation et du pré-traitement des matières premières hétérogènes qui servent au procédé thermochimique exclusif d'Enerchem. Charles Tremblay évolue dans le monde de la gestion des matières résiduelles depuis maintenant près de 30 ans, notamment comme président et chef de l'exploitation d'Écoservice TRIA, président-directeur général de Service Matrec, ainsi que PDG d'Éco-Entreprise Québec. Donc, on a le plaisir d'accueillir Charles Tremblay. Bonjour, merci tout le monde. Je vais vous présenter effectivement, selon le thème de la conférence, les défis de l'intégration de l'hydrogène dans un procédé industriel. Avant, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on fait à Enerchem et pourquoi l'hydrogène peut être un élément clé dans notre développement. Donc, essentiellement, la mission d'Enerchem, c'est de mettre soit des carburants renouvelables à faible intensité de carbone, soit des produits circulaires à faible intensité de carbone. Et on fait ça à partir de matières résiduelles, soit du déchet généré, là, déchets ménagers, déchets industriels, commerciaux, ou de la biomasse. Je vais vous expliquer pourquoi la distinction des fois entre les deux. Quand vous prenez le déchet, donc le déchet, c'est essentiellement, ou les matières résiduelles, c'est essentiellement composé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Et essentiellement, on prend ces composés-là. Quand on les coupe avec l'hydrogène, ça nous permet de doubler finalement la capacité de récupération du carbone pour faire le produit final, là, que ce soit un biocarburant ou un produit chimique circulaire. Donc, notre procédé, ce qu'on fait, c'est un gaz de synthèse qui est principalement de l'hydrogène, du carbone, du CO et du CO2, mais principalement hydrogène et CO, excusez. De là, par un principe catalytique, on va la transformer en une alcool, soit le méthanol, soit l'éthanol. Mais encore là, de ces produits-là, on peut aller vers le SAF, donc le carburant d'aviation, on peut aller vers la gasoline avec des technologies, ou on peut aller vers les produits de plastique,
Donc, pour nous, c'est une plateforme pour aller vers différents produits qui sont à base d'hydrogène et de carbone. Donc, comme on cherche à faire un produit à faible intensité de carbone, on cherche aussi, donc notre procédé demande de l'énergie, donc on cherche à avoir accès à une énergie qui est le plus propre possible. Comme je disais tantôt, si on le coupe avec l'hydrogène, mais si on le coupe avec l'hydrogène vert, on baisse l'intensité de carbone du produit. Et en retirant des déchets des sites d'enfouissement, ben aussi on prévient l'émission de gaz à effet de serre, notamment par le méthane, surtout par les émissions de méthane qui ne sont pas capturées par les sites d'enfouissement, qui sont, je vous le rappelle, 20 fois plus, pas nocives, mais créent 20 fois plus de gaz à effet de serre quand ils sont en forme de méthane. Donc, dans notre procédé, on va soit vers un méthanol ou des produits intermédiaires. On va soit vers le syngas, soit vers le méthanol. Le méthanol, l'éthanol et bon, le méthanol peut aller tant au niveau des produits circulaires, l'éthanol aussi, pour aller vers l'éthylène et le plastique, ou vers les biocarburants, qui présentement est le marché qui reward le plus, si vous voulez, l'économie ou les carburants faibles en intensité de carbone. Quand on prend du déchet où il y a des carbones fossilisés dans le plastique, dans les textiles, grosso modo, ça représente à peu près 50% là, des matières résiduelles qu'on envoie à l'enfouissement. On préfère que ces produits-là retournent dans l'industrie pétrochimique pour faire des plastiques ou des produits chimiques circulaires, alors que quand on prend de la biomasse ou la partie organique du déchet, là, on peut créer un biocarburant qui, lui, est un biocarburant renouvelable à faible intensité de carbone. Quand on le couple avec l'hydrogène, verte de surcroît, là, on fait un produit, on récupère presque 80% du carbone qui est contenu dans les déchets. Simplement, notre procédé, donc, une phase de préparation de matière qui est assez importante, sur laquelle aussi on va réutiliser l'énergie de l'usine pour sécher le produit, pour avoir une meilleure production de méthanol ou d'éthanol. Après ça, les produits sont entrés dans un gazogène où on va produire ce gaz de synthèse-là qui va être par la suite purifié. Et ensuite, dans la synthèse catalytique, on va produire le méthanol ou l'éthanol et ainsi de suite. Ce qui est important, la partie hydrogène elle rentre dans la synthèse catalytique. Ce qui est important aussi dans notre procédé, c'est qu'on a besoin d'oxygène, ce qui fait que quand l'hydrogène est produit à partir d'un électrolyseur, on peut consommer 100% de l'oxygène qui est aussi produit. Et je vais vous l'expliquer tantôt, mais ça aide le business case là, de l'hydrogène. Alors que l'oxygène, on s'en sert dans le gazogène comme intrant pour la réaction. Donc, notre technologie qui a été développée ici à l'Université de Sherbrooke par la famille Chornay, on a fait une première usine, je dirais, de production commerciale à Edmonton. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur ce procédé-là. Et disons que toute cette expérience-là, ce know-how-là, a permis de faire l'investissement du projet de VCR, le Varennes Carbon Recycling, à Varennes, qui est en construction présentement, avec l'appui de pétrolières comme Shell, Suncor, mais aussi de producteurs de méthanol, Proman, qui est le deuxième plus gros producteur de méthanol au monde, et bien entendu avec le support du gouvernement d'Hydro-Québec, parce que ce genre de projet-là qui est c'est pas un first of a kind, mais second of a kind, mais de cette grosseur-là, ça prend des gens qui ont envie du risque et qui voulaient dérisquer finalement. Non seulement notre technologie qui est pas mal dérisquée avec le projet d'Edmonton, mais dérisquer justement le couplement de l'hydrogène vert, la construction d'une usine de cette grandeur-là. On parle d'un projet d'au-dessus de 800 millions. Donc, on va utiliser 200 000 tonnes de matières résiduelles et de biomasse. Le contenu en biomasse est élevé parce que le premier marché qui est visé, c'est les biocarburants. Notamment avec le méthanol, ça peut décarboniser le transport maritime, les bateaux. Mais aussi, éventuellement, les produits circulaires.
C'est l'équivalent à peu près, là, ce projet-là, de réduire de 50 000 véhicules sur la route. La moitié de ça vient aussi de la production de l'hydrogène vert. C'est plus de 160 000 tonnes de CO2 par année évitées. Donc, le projet est en construction. On finit l'ingénierie de détail. Ça fait partie des challenges, faire un projet en construction en temps de COVID, en temps de guerre. Comme vous le savez, les prix des métaux précieux ont fait grimper les coûts du projet. Par contre, aussi a fait grimper les prix des produits qu'on fabrique. Mais ça reste quand même un défi. Puis ça va être le défi, on parlait des défis de l'hydrogène, ça va être un défi pour l'hydrogène dans les prochaines années si les prix des métaux restent comme ça. Essentiellement, donc, l'hydrogène vert, même dans notre projet, n'était pas concurrentiel avec l'hydrogène produit à partir du gaz naturel et de reformage. Il n'y a pas vraiment de carbon capture là, au Québec présentement qui se fait. Puis de toute façon, d'imaginer un projet avec de l'hydrogène au Québec, avec du reformage de gaz, c'était pas ce qui était souhaité. Donc, la partie hydrogène est importante. Comme je vous le disais tantôt, on vit les électrolyseurs, puis j'imagine que les coûts d'études qui ont été présentés tantôt viennent aussi de temps où les coûts des métaux étaient beaucoup plus bas. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais le prix d'un électrolyseur a quasiment presque doublé dans les dernières années, ce qui rend encore plus difficile de faire ce genre de projet-là. Bon, comme vous le savez, c'est très énergivore, puis les technologies qui s'en viennent vont permettre d'améliorer ça. Mais 90% du coût de l'hydrogène présentement, c'est le CAPEX et le coût de l'énergie. Donc, il va y avoir une certaine concurrence là, pour avoir cette énergie verte. Tout le monde table que l'énergie verte va réduire. Oui, elle réduit en coût, mais il va y avoir de la compétition aussi pour avoir accès à cette énergie verte-là, dépendamment des produits. Donc, il va falloir être efficace dans l'utilisation de l'hydrogène comme produit. Bon, comme je vous disais, notre technologie, l'avantage, c'est qu'on prend cet oxygène-là. Ça représente 15 à 20 des revenus de l'électrolyseur, dans notre cas. Donc, ça aide le plan d'affaires là, à le rendre un peu plus concurrentiel. Bon, l'hydrogène, puis je suis content de la remarque. L'hydrogène, là, c'est pas si facile que ça à stocker, pas si facile que ça à transporter. Le méthanol n'est pas la seule, mais est une façon de prendre cette énergie-là, de la mettre sous forme liquide et de la transporter pour des utilisations dans des secteurs qui sont difficiles à décarboniser. Par contre, puis grâce aux travaux que Air Liquide a fait ici, on est en train de créer une filière au Québec là, qui est en train de démarrer cette industrie-là. On apprend comment faire ces projets-là le moins cher possible. Les technologistes apprennent aussi à développer leur chaîne de production parce qu'on parle quand même d'un projet de 80 MW d'hydrogène, 88 MW total ici à Varennes. Donc, ce genre de projet-là part la chaîne. Puis, si on n'avait pas fait ça dans l'éolien il y a 15-20 ans, on ne serait pas au prix qu'on est aujourd'hui. Donc, on a besoin de créer cet écosystème-là au Québec. Malheureusement, ça prend de l'aide des gouvernements pour se rendre là, mais j'ai confiance que tant pour notre technologie que pour l'hydrogène vert, on va arriver effectivement à réduire, à augmenter les yields de production et à réduire les coûts pour que les projets deviennent de plus en plus concurrentiels, puis espérons un jour être concurrentiels au carbone fossilisé ou à l'essence directement. Donc, je laisse là-dessus. Bien, merci beaucoup, Charles. Merci.